Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons parler d'un certain nombre de sujets. Ça risque de prendre du temps, d'autant plus qu'il y a des questions que les participants ont posées. Et n'hésitez pas à en poser davantage si des points paraissent obscurs. Vous savez que vous avez le privilège de pouvoir m'envoyer des mails de toute façon à tout moment. Si vous êtes bloqué sur un point, vous voulez un éclaircissement ou un conseil. Alors, on va aborder un certain nombre de sujets. Je regarde si tout le monde est arrivé. Je vois le nombre s'inscrire. Stable depuis une minute. Je crois que vous êtes donc tous à l'heure. Voilà les sujets que nous allons aborder. Alors, tout d'abord, on va aborder le passage qui est critique à l'action. C'est-à-dire, vous avez fait votre auto-évaluation, vous savez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, vous en avez déduit un ciblage auprès d'un certain nombre de sociétés sélectionnées en fonction de vos compétences, en fonction de vos goûts personnels, en fonction des dimensions, de la géographie, de toutes sortes de critères, de leur croissance notamment, d'une compatibilité avec vos valeurs. Enfin, on a examiné tout cela. Et on passe à la phase 3, c'est-à-dire on est au ciblage, on a nos listes, on a bien mis dans les listes quels étaient les décideurs. Si on n'a pas les décideurs, on a le nom soit du DRH, soit le nom de quelqu'un qui s'occupe de la direction des cadres, qui connaît les besoins de l'entreprise. Soit simplement un contact avec lequel vous allez prendre langue parce que vous avez une affinité quelconque, d'école ou autre. Vous créerez cette affinité au téléphone. Alors, ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2 que nous allons examiner, c'est quelles sont les techniques d'approche. Est-ce que c'est des réseaux? Est-ce que c'est des clubs où on va s'inscrire? Des groupes dont on va faire partie? Quelle est la méthode la plus appropriée pour approcher des cibles? Les cibles étant les entreprises où on va s'épanouir. Troisièmement, je voudrais faire un petit commentaire sur un état d'âme qui doit exister, un mindset, comme on dit en anglais, qui doit exister si on veut réussir les approches et qui est recommandé par Steve Jobs dans une vidéo que je trouve assez amusante d'ailleurs et dont je vous ai envoyé le double. Quatrièmement, quelle est la théorie économique qui est le fondement du marché caché? Le marché caché n'est pas, c'est pas juste un jeu de piste, c'est un marché qui a une contrepartie de besoin d'acheter des talents que vous représentez. Donc, comment ça fonctionne? On va examiner ça. Cinquièmement, je vais vous décrire un cas qui est tout à fait intéressant, qui est probant même, et qui illustre cette situation du passage de la vente à l'achat, la tentation étant de vendre. On peut toujours vendre qui on est, son image, son expérience, etc. Et on tombe sur des gens qui ne sont pas intéressés. Alors que quand on se met dans une situation d'achat, il y a concurrence entre les acheteurs pour trouver le meilleur cadre qui va résoudre leurs problèmes. Alors, on va aussi examiner des approches pour entrer dans une société autres que par des candidatures, des approches économiques, des approches d'offres qu'on ne peut pas refuser, lorsque ça peut exister. Septièmement, vous voyez, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On va examiner la création d'entreprises comme une alternative temporaire ou permanente à la recherche d'un poste idéal. Il faut toujours se poser la question. Ce que je fais pour les autres, je peux le faire pour moi-même.
mais dans le cadre d'un marché. Donc je vais vendre des prestations et non pas mon temps de travail. Et puis on répondra aux questions, il y en a une dizaine, donc je serais ravi de répondre aux questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poser. Alors, prenons le premier point, le passage du ciblage, qui est le cours numéro 2, à l'approche, qui est le cours numéro 3. Dans chaque cours, il y a 5 modules, ce qui fait, comme il y a 5 cours, c'est 25 modules. Alors, je pars du problème déjà résolu, qui est que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez mis en priorité des entreprises préférentielles par leur taille humaine ou au contraire diversifiées et internationales. Vous avez sélectionné des secteurs en croissance pour participer à un développement ou bien des secteurs en redressement parce que vous avez le talent financier pour le faire. On ne parle plus de ciblage, vous avez une trentaine de cibles. Lorsqu'on ne peut pas en trouver 30, il faut sortir de ces zones de confort et aller dans des entreprises un peu différentes, mais néanmoins remplissant la plupart de vos critères. Alors l'approche, ça consiste évidemment à avoir identifié à la fin du ciblage quel est le décideur et quelle est la structure du pouvoir qui permet d'atteindre ce décideur. Généralement, le décideur est un directeur général qui a un souci, on en parlera dans les contreparties, il y a un souci économique, un problème à résoudre. La vente que nous faisons, ou l'achat, est un achat qui est essentiellement B2B. Il faut apporter des solutions et non pas des talents visuels sur un CV brillante, des tas de diplômes, etc. Ce qui intéresse votre interlocuteur, c'est de résoudre un problème immédiat, qui est souvent de nature économique ou financière. Alors l'approche, la plupart des spécialistes des réseaux, du networking, vous diront il faut se situer dans la durée. Il faut que 1 an, 2 ans, 3 ans avant de chercher un poste, vous ayez créé un réseau comprenant des personnes compatibles avec vous, qui ont les mêmes intérêts, qui sont dans des groupes de travail, ou bien qui sont dans des clubs, ou qui sont dans des associations professionnelles où vous allez vous rencontrer, parfois même entre concurrents, vous vous connaissez les uns les autres. Et si vous démarrez aujourd'hui et que vous me demandez conseil et que vous n'avez rien fait, eh bien, c'est le moment de commencer, c'est tout. Alors, il faudra se passer de la durée et démarrer tout de suite. Alors, vous allez vous inscrire dans la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bien sûr LinkedIn qui est le meilleur d'entre eux, et parfois, dans certains secteurs, il y a des réseaux sociaux spécialisés. Vous allez vous inscrire dans les anciens élèves de vos écoles, toutes les associations possibles et imaginables, les groupes qui suivent votre secteur industriel pour écouter quels sont les développements, entendre les ragots des entreprises qui recrutent et qui ne recrutent pas, voir les dirigeants qui viennent d'arriver ou pas. Il faut vous brancher sur des journaux économiques qui racontent, comme l'Usine Nouvelle ou comme pas Le Point, parce que c'est plutôt une revue généraliste, mais une revue plus spécialisée sur les entreprises, comme Challenge, par exemple. Et sur Internet, vous allez voir sur Google les articles qui s'intéressent aux entreprises que vous avez ciblées.
Vous les mettrez en alerte, de telle sorte que quand vous avez une information nouvelle qui est publiée sur ces entreprises, changement de directeur, actionnariat, négociation, il faut que vous soyez le premier informé. Vous avez aussi les analyses financières qui sont très bien faites, qui sont publiques. Celles qui sont privées, évidemment, sont réservées aux institutionnels qui les ont commandées. Mais vous pouvez vous inscrire en alerte sur certains sites qui donnent des renseignements économiques sur des secteurs professionnels et vous met en position d'expert sur les secteurs que vous avez ciblés. Alors l'approche, elle se fait de façon très multiforme. Soit vous vous faites introduire par des amis qui n'ont qu'une seule qualification, c'est de connaître quelqu'un dans l'entreprise, par des anciens élèves, si vous avez des annuaires d'anciens élèves, ou par toute personne qui peut connaître une des 30 sociétés que vous avez choisies. Vous pouvez aussi prendre le site de la société sur LinkedIn et voir la liste des employés qui sont des cadres, des directeurs qui sont inscrits. En général, c'est cette dernière approche qui est la plus efficace. Vous pouvez identifier le directeur de la branche dans laquelle vous envisagez de poser votre candidature et vous pouvez lui demander un rendez-vous en vous fondant sur des résultats que vous escomptez qu'il recherche pour son entreprise. Il faut parler de résultats concrets dans votre passé. Il est important de ne pas donner des généralités dans vos communications avec les futurs employeurs, puisqu'il s'agit de ça. Il faut, au lieu de généralités, du style le leadership, les transformer, le fait gagner, etc. C'est trop vague. Il faut préciser où, quand, comment. Sauf s'il y a une raison confidentielle de ne pas en parler. Mais si vous voulez présenter sous le meilleur jour à une source d'information vos qualités, il faut les décrire de façon concrète. Avant, après, combien, dans quelles circonstances, quel était le problème, etc. Le sourcing est le terme qu'on emploie le plus souvent, car il s'agit de contacter des sources qui connaissent tout un secteur. Par exemple, si vous cherchez dans l'industrie pharmaceutique, il y a une association dont les directeurs connaissent tous les membres de ce secteur. Si vous vous intéressez à l'alimentaire, c'est pareil. Vous avez des publicités qui connaissent les produits de grande consommation. Et vous avez chaque fois des contreparties qui connaissent tout un secteur sans eux-mêmes pouvoir vous aider précisément sur ce secteur. Et ils peuvent vous donner les clés du pouvoir dans ces entreprises. Vous leur demandez qui dirige vraiment l'entreprise, ce département, qui est le DRH connu qu'il faut que j'approche. Est-ce que c'est un DRH qui s'intéresse aux futurs cadres et dirigeants, ou est-ce que c'est un DRH de type administratif et qui ne s'intéresse pas au recrutement? Les deux cas existent. Alors, il faut réaliser de véritables études de marché sectorielles, car les organigrammes que vous donneront des entreprises, certes, sont intéressants, mais pas aussi clairs qu'il est nécessaire. Alors, je faisais allusion à la vidéo de Steve Jobs tout à l'heure. Steve Jobs avait une théorie qui me paraît tout à fait vraie. Cette théorie, c'était que la différence entre les gens qui réussissaient et les gens qui ne réussissaient pas dans leur carrière professionnelle, c'était le fait d'avoir osé demander.
osez demander à tout moment. Vous êtes dans une soirée, quelqu'un parle d'une société X qui fait partie de votre cible, vous lui dites, mais vous connaissez les gens dans cette société? Ça m'intéresse beaucoup, parlons-en, vous avez 5 minutes, eh bien je viens vous voir. Voilà, il ne faut pas non plus être à l'assaut de toute personne, sinon on devient un personnage, on évite. Mais souvent les gens aiment bien rendre service, et si vous lui dites, est-ce que vous connaissez telle société et monsieur un tel, on vous répondra, peut-être, oui, je le connais très bien, je le vois tout le temps, je fais du tennis avec lui, ou bien je suis en relation avec lui sur le plan affaires, je peux vous le présenter. Ce n'est pas des hasards, c'est le cas le plus fréquent. Si quelqu'un connaît bien une société et en parle devant vous, vous lui posez la question, tout simplement, est-ce que vous pouvez m'en parler davantage, me décrire cette société, me décrire leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur objectif. Peut-être que vous pouvez vous insérer dans un besoin stratégique de cette entreprise. Cette étude de marché que vous aurez faite pendant le ciblage va être très précieuse dans la période de l'approche. Vous allez donc faire une liste de projets, 10, 20, 30. Alors, la semaine 1, vous faites un objectif de prendre les 5 cibles prioritaires. Vous avez leur téléphone, vous avez leur mail, vous avez un moyen de les contacter directement sur LinkedIn par email. Vous êtes le maître de la stratégie et de la tactique. À vous de jouer. Si vous avez un plan clair dont vous pensez qu'il peut intéresser l'entreprise, n'hésitez pas à approcher en direct. Vous pouvez même approcher la secrétaire de l'entreprise par téléphone en demandant à quelle adresse il préfère recevoir son courrier. L'approche la plus simple pour les gens qui ne savent pas faire l'approche, ça consiste tout simplement à écrire une lettre intelligente. Dire, j'ai lu dans les journaux, que vous recherchiez à vous étendre dans tel domaine. Il se trouve que je le connais bien, que j'y ai travaillé pendant 6-7 ans au niveau de plusieurs pays. Est-ce que je ne serais pas, par hasard, un candidat logique pour ça? C'est un peu brutal, mais c'est l'avantage d'être vrai. Je crois que nous abordons maintenant le cœur du sujet. Toute la stratégie de Happy Job Consulting est fondée sur l'interaction entre les entreprises. Chaque entreprise a des problèmes et des besoins. Ces besoins, ils les achètent à d'autres entreprises. Ce sont des besoins de matières premières, c'est des besoins de personnel, c'est des besoins de conseils fiscaux, que sais-je. C'est à l'infini. De même, vous êtes en recherche d'une entreprise de ce type pour pouvoir résoudre ces problèmes et être utile. Et étant utile, être rémunéré. Le premier à avoir discerné l'interaction des entreprises, c'était Vladimir Leontiev, prix Nobel d'économie de l'université d'Harvard, qui a fait des calculs, c'était le début de l'informatique, très savants sur les conséquences des investissements dans un secteur par rapport à un autre. Si vous investissiez, par exemple, dans les travaux publics, pour faire une cathédrale, une hôtellerie, eh bien, vous aviez 3 fois plus d'investissement à la fin. C'est-à-dire que $1 investi pour une prestation dans le domaine de la construction engendrait $3, $4.
C'était considérable. C'est pour ça qu'on dit que la construction et le bâtiment sont des facteurs de développement économique. En effet, vous employez quelqu'un qui emploie quelqu'un qui emploie quelqu'un. Et si on fait les calculs mathématiques, on voit qu'il y a un multiplicateur de l'investissement. Si vous investissez dans un domaine financier, ben, il se passe que 1 égale 1. 1 n'égale pas 4 ou 5, comme dans la construction. En faisant ces tableaux, Leontief a repris toute l'économie américaine, et on peut le faire au niveau mondial, et a montré l'interdépendance des entreprises par rapport à d'autres entreprises. Mettez-vous dans le cadre de cette interdépendance. Vous avez une prestation à fournir et vous êtes le prestataire de service d'un client particulier qui s'appelle votre futur employeur. Partant de là, nous partons sur une base très solide, car l'entreprise qui est en contrepartie de ce que vous pouvez apporter, elle va de toute façon investir. Elle va choisir quelqu'un comme vous. Si ce n'est pas vous, ce sera un autre, pour résoudre un problème essentiel pour elle. Voilà comment ça se passe. Donc, vous n'avez pas le moins du monde à être inquiet sur l'existence d'une contrepartie, mais il faut la traiter très bien. Il faut la traiter avec délicatesse, politesse, compréhension et une immense doigté, comme il se doit quand quelqu'un vend une prestation à une autre entreprise. Mais je vais vous dire quelle est la nuance entre la vente et l'achat. Vous allez me dire, la vente de l'un, c'est l'achat de l'autre. Mais ce n'est pas du tout le même dialogue. Et je vais vous raconter l'histoire. C'était ce que j'avais prévu de vous raconter en numéro 5 aujourd'hui, l'histoire de John McCormack. Alors McCormack a écrit ce livre, Ce que vous n'apprendrez pas à Harvard Business School, qui était un pavé dans la mare. Je l'ai fait à Harvard Business School, j'ai passé 2 ans à faire mon MBA, et je me suis dit, ben voilà, je veux savoir ce que je n'ai pas appris. Et effectivement, il racontait sa vie, comment il a été passé d'un jeune avocat à une des grandes sociétés mondiales de sponsoring sportif, et dans bien d'autres domaines d'ailleurs, y compris les acteurs, les célébrités, les modèles, etc. McCormack avait, au début de sa vie, quand il avait 30 ans, il était vendeur dans des foires d'exposition. Donc, il y avait une foire d'exposition, son patron lui dit, écoutez, on n'arrive pas à vendre 10 000 mètres carrés qui sont là, débrouillez-vous, revenez avec un acheteur, ça coûte tant, voilà le tarif, etc. Il fait le tour pendant une semaine d'un certain nombre de personnes qui sont des prospects, les gens étudient, demandent de laisser une proposition, et puis ne répondent pas. Donc, échec. Alors là, il s'est dit, je vais arrêter de vendre. Je vais être acheté. C'est l'attitude qu'il faut avoir quand on est candidat. Et il a donc décidé que les 10 000 mètres carrés, une belle surface pour une foire d'exposition, c'était un stand de machines à laver. Et donc, il est allé voir, à ce moment-là, c'était très différent comme dialogue, il est allé voir Philips, Miele, General Electric, tous les fabricants Brandt, tous les fabricants de machines à laver, il a indiqué, voilà le stand de machines à laver de telle foire, j'ai pensé à vous, Philips, ou j'ai pensé à vous,
Brandt, Miele, General Electric. Vous mettriez là tel modèle, vous auriez un droit de... Vous pouvez recevoir les acheteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est bien évident que je suis en train de faire attendre vos concurrents. J'ai parlé à Philippe, Miele s'est inscrit, est intéressé, et donc il se stand à une foire d'exposition de 10 000 mètres carrés. Psychologiquement, le problème n'est plus le même. Il ne s'agit pas d'un vendeur qui essaie de vous fourguer 10 000 mètres carrés de stand, et il s'agit de savoir si on va être là, plutôt que General Electric et les concurrents, qui par définition sont rivaux. Il n'y a eu aucune difficulté pour contracter avec l'un d'entre eux. Surtout que ce n'était pas des sommes importantes et que c'était une question de prestige pour ces firmes d'être présents à cette foire. Et de ne pas laisser un autre prendre leur place. Alors cette leçon et l'analyse économique que nous avons fait sur les contreparties économiques par rapport à nous doit nous donner une vision entièrement différente du processus de recrutement. Le processus de recrutement, c'est d'offrir, en termes économiques, consiste à offrir des solutions à une société. Si vous faites le tour d'une industrie, si vous l'offrez à l'un, vous ne l'offrez pas à l'autre. Vous prenez le secteur industriel, il ne faut pas faire ça de façon lourde. Mais la personne qui est en face de vous sait que vous allez faire le tour d'un secteur, que vous avez l'occasion, si vous êtes dans le secteur de l'investissement, vous allez faire le tour de Lazare, Rothschild, de Edmond Rothschild, de Hollandais, de Monroe, vous allez faire le tour de la Société Générale, de la BNP, de toutes les sociétés d'investissement et même certaines compagnies d'assurance qui ont des solutions d'investissement. Donc, si vous présentez en disant je suis disponible pour résoudre un problème d'implantation dans tel domaine, dans telle profession, s'ils le refusent, ben, ils l'envoient à leurs concurrents. C'est clair. Et s'ils ont un problème d'expansion comme tout le monde, pour amortir ses frais généraux, augmenter ses profits, eh bien, ils vont examiner cette possibilité que vous représentez en tant qu'investissement. Cet investissement pour eux est profitable et surtout permet de gagner des parts par rapport à la concurrence. Langage totalement différent de quelqu'un qui est demandeur, qui envoie son CV, qui attend, haletant, arrêtant de respirer, qu'on lui donne une réponse pour une interview. Là, il s'agit de, vous êtes à armes égales, vous vous présentez à quelqu'un comme une solution, mais si ça ne vous plaît pas de la lui apporter, ou si lui décide de ne pas la prendre, ce n'est pas votre problème, vous allez le vendre à quelqu'un d'autre. Cette attitude-là rassure énormément les gens. Dans le fond de l'âme humaine, on n'aime pas quelqu'un qui est trop demandeur et trop vendeur. Si vous passez votre temps à vanter, ça ne n'augure pas, ça sonne faux. Par contre, si vous montrez comment vous avez résolu des problèmes, et comment vous avez apporté des clients de façon concrète, voilà, ça ne se discute pas, c'est une expérience qu'on achète. En réalité, on achète le succès de quelqu'un.
et on le transfère chez soi. C'est aussi simple que ça. Alors, on peut entourer ça de rubans, de politesse. Vous savez certainement verbaliser des compliments et l'intérêt que vous avez pour cette société, etc. Mais la réalité, elle est simple, elle est là. Alors, il y a une cible dont je voudrais vous parler, qui est une société qui a un problème immédiat dont vous connaissez la solution. Vous n'êtes pas sûr que vous voulez entrer chez eux, vous voulez réfléchir, vous êtes candidat, c'est pas mauvais pour votre posture et votre négociation de ne pas se précipiter, mais vous pouvez lui proposer un contrat de prestation de service. Vous êtes libre, vous êtes consultant, vous pouvez lui offrir de résoudre le problème. C'est l'occasion pour vous de connaître les valeurs, l'honnêteté, la loyauté du dirigeant dont vous allez être subordonné, et puis ça vous rapporte des honoraires, ce qui n'est pas négligeable. Cette solution d'offrir une solution immédiate dans un secteur d'expertise que vous avez est très valable et elle permet de choisir dans les meilleures conditions son futur job. On va aborder le point 7 qui est crucial. C'est celui de la création de votre propre entreprise. C'est une alternative. Cette option consiste à dire, je vais faire pour moi ce que je fais pour les autres. Ce sera dur, parce qu'il s'agit de vendre une prestation et tout le monde n'est pas acheteur. Mais c'est l'occasion d'être indépendant et de rêver son propre rêve au lieu, comme on dit, de réaliser celui d'un autre. Alors, il y a les avantages et les inconvénients, comme en tout. L'avantage, c'est une indépendance d'horaire, liberté de voir qui l'on veut, flexibilité. Inconvénient, c'est qu'il faut investir, on est seul. La solitude du chef d'entreprise, c'est quelque chose. C'est risqué, parce qu'un mois, vous avez un chiffre d'affaires, puis le mois suivant, vous n'en avez pas. Donc, pour parer à ces inconvénients, il faut une personnalité solide, équilibrée, qui croit en elle, qui n'est pas envahie de pensées négatives tout le temps, et qui sait très bien où elle va. En plus, il faut un tempérament de vendeur, car il faut pouvoir entrer par la serrure si on vous a mis à la porte de l'entreprise parce qu'il n'y avait pas besoin de vous, il faut pouvoir repasser par la cheminée ou la serrure ou autrement. Et la troisième fois, on y arrive. Ceux qui veulent créer leur entreprise peuvent prendre un statut d'auto-entrepreneur et démarrer tout de suite sur des projets concrets. Lorsqu'il s'agit d'une prestation globale, c'est plus compliqué parce qu'il faut créer une équipe. On va aborder maintenant les questions qui ont été posées. Elles ne sont pas faciles à répondre parce que il n'y a pas toujours de vérité. Par exemple, je vais vous donner, qui n'a rien à voir avec les questions. Jusqu'à il y a un an ou deux,
les curriculum vitae faisaient l'objet d'un premier paragraphe qui disait l'objectif que vous poursuivez. Donc, vous disiez, je cherche une carrière de directeur de marketing dans les produits de consommation, ayant une grande expérience de la publicité, etc. Vous donniez votre objectif clair, net et précis. La tendance actuelle est de ne plus mettre cet objectif professionnel, mais de mettre simplement une sorte d'affirmation globale de carrière que vous désirez avoir. L'employeur, sachant ce que vous avez fait, quels sont vos talents, saura mieux disposer de vous dans l'organisation et vous faire des propositions. Donc, je peux vous dire, il n'y a pas de vérité. Il y a simplement des grandes tendances. Ceci étant posé, prenons la question de Anne. À propos de l'interview, Anne me pose la question suivante. Comment transformer l'interview en conversation? Que voulez-vous dire par cela et comment faire? Alors, je croyais indiquer une méthode, mais elle ne s'applique peut-être pas à tout le monde. Le but de l'interview, c'est de savoir si vous êtes compétent, numéro 1. Est-ce que vous pouvez faire le job? Question numéro 2. Est-ce que l'entreprise peut compter que vous intégreriez bien et que vous allez comprendre tout de suite et être un membre productif de l'équipe? Et puis troisièmement, est-ce que vous avez un long terme possible dans la culture de cette entreprise? Alors évidemment, la réponse à la question, c'est comment vais-je convaincre la personne qui est devant moi, qui a le pouvoir de décider de garder ma candidature ou non? Et la conclusion en est, il faut développer un rapport humain qui lui donne confiance. Si vous répondez seulement aux questions comme un automate, quelle que soit la qualité de la réponse, vous ne créerez pas ce rapport humain. Vous ne le créerez que si vous êtes capable, à la fin de la phrase à laquelle vous avez répondu, on vous demande de raconter les difficultés que vous avez eues en matière commerciale, de raconter les plaidoiries difficiles que vous avez pu avoir, pour défendre un produit, faire une altération, pénétrer un réseau de magasins. À ce moment-là, il faut vous mettre dans une situation où vous puissiez dire, et vous, dans votre entreprise, est-ce que vous n'avez pas ressenti la difficulté? Je vous décris mon échec. Est-ce que vous avez une politique plus flexible en matière de prix ou en matière de ceci ou en matière de cela qui fait qu'on évite ce genre d'échec? Parce qu'il faut avoir appris quelque chose. Si on vous dit, racontez un échec en matière professionnelle, vous racontez votre échec, et il faut que l'entreprise change son comportement. Donc, vous lui posez la question tout à fait de façon amicale et sympathique, et vous développez des rapports de complicité qui durent quelques secondes seulement, mais qui permettent au recruteur de dire, mais lui, j'ai eu un véritable entretien, et on peut lui faire confiance. Très important. De passer de la réponse aux questions, c'est-à-dire l'interview, à une véritable conversation. C'est parfois pas possible. Il faut créer un dialogue. Le dialogue donne cette espèce de parité qui fait qu'on vous respecte. Il ne faut pas non plus hurler en disant vous avez tort, vous êtes un misérable, vous ne connaissez rien. Mais il faut savoir sortir de la réponse classique bien faite, parfaite, et aller au-delà
et partager un moment de sincère conversation avec votre interlocuteur. Rien de plus, mais ça permet de donner le petit plus lors de l'interview qui fait qu'on se souviendra de vous, on dit c'est une personne qui a l'air intéressante, elle posait de bonnes questions, prenez pas tout comme l'argent comptant. C'est ça. C'est ça que veut dire créer une conversation. Alors, il y a Agnès qui pose une question. Comment déstresser avant l'interview? Auriez-vous des conseils? Alors moi, je crois qu'il n'y a qu'une façon de se déstresser. C'est d'avoir étudié parfaitement l'entreprise, de savoir par auto-évaluation qui l'on est, d'avoir les réponses toutes faites à 2-3 questions difficiles, puis après, arriver un quart d'heure à l'avance, pas de stress, vous habiller correctement, professionnellement, vous allez au cinéma la veille, vous relaxer le jour même, être toujours au courant des nouvelles de l'entreprise. C'est dommage qu'il y ait un événement le matin même, vous ne soyez pas au courant. Je crois que pour se déstresser, il faut avoir énormément préparé l'interview. Si vous avez bien préparé, c'est parfaitement déstressant. Il faut aussi se dire que les pensées négatives que nous avons viennent de l'illusion. On se dit, oh, je ne suis pas à la hauteur, c'est une très belle société, il va croire que je suis incapable de faire ça ou ça. Tout ça, vous rejetez ça en bloc et vous présentez votre candidature au mieux. Autre question de Jacques. Alors ça couvre le ciblage. Il dit, il y a trop de cibles possibles pour moi, comment faire une grille de sélection? S'il y a trop de cibles, c'est que vous n'avez pas bien ciblé. C'est très simple. Il faut éliminer en utilisant un critère plus rigoureux ou bien en utilisant des cibles qui ne sont pas trop dispersées. Quand on dit 20 ou 30 sociétés, ça devrait suffire largement. La question suivante. Je n'arrive pas, dit Yves, à rédiger une lettre de motivation originale. Auriez-vous des trucs pour la rendre originale et attirante? C'est tout le problème de la créativité, mais c'est facilité si vous suivez la méthode que certains spécialistes ont développée pour faire une lettre qui soit très attractive, intéressante. On pose une question qui va au cœur du débat de l'entreprise, de ce qu'ils recherchent. On se présente comme une solution et on le présente de façon personnelle, très différente de ce que lui a déjà entendu. Je crois que là, c'est la solution idéale parce que vous créez une lettre qui l'interpelle, vous prouvez que vous avez eu raison de l'interpeller en disant quelles sont les réactions concrètes que vous avez faites et en quoi ça peut s'appliquer dans leur entreprise. Il faut indiquer aussi pourquoi vous êtes intéressé par cette entreprise depuis quelque temps et que vous avez étudié l'entreprise et que ça correspond à ce que vous recherchez. Voilà. Bon, alors là, on peut gloser indéfiniment sur le degré d'originalité. On peut interpeller de façon forte ou moins forte. Je crois qu'il ne faut pas non plus trop innover. Le schéma normal, c'est une phrase originale, vous, moi, et on conclut. Vous, c'est votre entreprise, comme on l'a comprise, on l'a visité, on a vu certains problèmes. Puis
moi, grâce à la description concrète que je viens de vous donner de mon expérience, je peux effectivement résoudre le problème de cette entreprise. Il existe des cours qui ne sont pas très chers, qui coûtent, je crois, 9 € sur Udemy, que je mettrai en annexe de ce webinaire, et qui apprennent à faire une lettre d'accompagnement. Alors Julien nous parle de sa page Facebook. Et il demande si ce doit être une reprise de sa page LinkedIn. Alors je crois que Facebook, je n'ai pas de réponse. Moi, je ferai la même chose. Simplement, la page Facebook est plus orientée vers, disons, vers la famille, ce qui est personnel, privé, avec une petite connotation professionnelle. Alors que LinkedIn, c'est vraiment connotation professionnelle. Voilà, c'est une question de nuance. Je crois que vous pouvez vous inspirer de votre page LinkedIn, ajouter des éléments personnels, et des éléments personnels qui, dans votre esprit, sont publics. Il ne faut pas mettre des choses privées dans aucune page de réseaux sociaux. Jacqueline pose une dernière question, qui est: mon CV peut-il avoir plusieurs pages ou bien doit-il en faire une seule? Si on peut l'avoir sur une page, c'est parfait. On débute par des renseignements personnels, adresse, téléphone, université, diplôme, juste. Ensuite, on indique la ligne générale de votre expérience professionnelle, plutôt que l'objectif professionnel. Ensuite, prenez les 3 dernières étapes de votre carrière et vous donnez des détails de votre expérience réussie que vous désirez apporter à d'autres entreprises. Après, 4e, 5e, 6e poste, passez vite. Il ne faut rien oublier, il ne faut pas qu'il y ait de trou béant. Il y a peu de temps, il y avait une personne qui avait 3 ans de trou béant. Mais en fait, c'est une personne qui a pris un congé parental pour élever ses petits-enfants. C'est très honorable. Mais il faut l'expliquer. Elle n'osait pas le mettre, alors il y avait un trou béant, et on disait qu'est-ce qui s'est passé. Il faut éviter. Je regarde s'il y a d'autres questions. Il ne me reste qu'à vous rappeler que nous avons prévu sous une dizaine, quinzaine de jours un webinaire suivant. J'essaierai de prendre comme thème ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire l'ensemble des attitudes qu'il faut avoir, positiver bien sûr, pour réussir un projet de recherche, de job. Ça comprend l'élimination de certaines attitudes qu'on peut éliminer par l'effet de la volonté. C'est des petits trucs, hein. Mais pour la plupart, ça consiste à se mettre dans une option de dynamique en disant j'ai ma place normale dans une entreprise. Si j'ai besoin d'être formé, je serai formé. Par exemple, un des trucs que regardent les entreprises, on dit est-ce que cette personne est coachable? Parce que donc, il va arriver dans l'entreprise, il y aura des choses qu'il ne saura pas. Bon, ben, on fait venir un coach pendant 2 jours, ou quelqu'un, un mentor, qui va lui expliquer comment ça marche. Est-ce que c'est une personne qui va résister, qui va poser des questions, qui va être aigrie, qui va dire mais je ne comprends pas, c'est pas du tout la même chose
Voilà. Moi, je mets ça sous le vocable de flexibilité et désir d'apprendre. C'est très important de démontrer quel rôle joue pour vous l'auto-formation, comment vous désirez apprendre, comment vous désirez réagir à des nouvelles formations. C'est un point extrêmement positif pour l'entreprise. Donc il faut avoir une attitude très favorable à tout ce qui est coaching ou bien formation nouvelle si vous entrez dans une entreprise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que vos recherches avancent. C'est flexible, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est circulaire, ça n'est pas séquentiel. Certes, il y a une logique de passer de l'auto-évaluation au ciblage puis à l'approche, mais vous serez interviewé peut-être dès le début par quelqu'un qui veut vous voir parce qu'il a quelque chose à vous proposer. Ça se fait dans le désordre et c'est tout à fait normal. La vie ne suit pas les préceptes de l'art que je vous avance en 25 modules. La vie, elle va de son côté, si quelqu'un veut vous voir, il vous voit. Donc il faut être prêt. Je vous ai recommandé aussi d'avoir une page LinkedIn bien faite, parce que c'est le réflexe de n'importe quel employeur. Pendant qu'il vous parle, il clique votre nom et il voit qui vous êtes. Il ne faut pas dire je vais faire plus tard ma page LinkedIn, il faut vraiment commencer tout de suite. À très bientôt, tous mes vœux de succès, et je vous dis donc